Bonsoir, le fait marquant du jour, ce sont les orages qui ont tué la nuit dernière. Un mort dans l'Eure, département depuis sous vigilance inondation, 27 autres en vigilance pour les orages qui arrivent en ce moment. Nous irons dans l'Eure où certains ont tout perdu. Le fait marquant de la soirée, c'est la rencontre bilatérale entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Les dirigeants français et israéliens campent sur leur position quant à l'accord sur le nucléaire iranien, décryptage à suivre. Et à 22h15, le chercheur David Khalfa, invité d'Europe Nuit. À suivre également explication de texte d'Édouard Philippe sur l'accueil des migrants. Théo, le jeune devenu symbole des violences policières, et 4 membres de sa famille en garde à vue pour escroquerie. L'équipe de France bientôt en route pour le mondial. Visite inopinée d'Emmanuel Macron à Clairefontaine. Et Roland Garros avec le fait marquant du jour, l'élimination de Novak Djokovic qui du coup se dit incertain pour Wimbledon. Pour vous également la météo de Christine Peña. Demain, orage encore. La bourse avec Claire Lemaître et la belle entreprise. Une entreprise qui permet de louer des utilitaires connectés. Ce sont donc 28 départements qui sont encore en alerte ce soir, 27 pour les orages menaçants de la Marne à l'Aude et de la Dordogne jusqu'au front Est. Et puis l'Eure en Normandie replacée en vigilance orange, mais inondation parce que ce qui a traversé cette zone la nuit dernière était d'une violence inouïe. Un homme est décédé dans sa voiture qui s'est retourné dans une cuvette d'eau. Le conducteur s'est noyé dans son véhicule. Théo Manval, vous êtes dans le petit village de Breteuil, le plus touché, et vous avez rencontré des habitants qui ont tout perdu. Oui, j'ai raccompagné Régis chez lui. Il a tenu à revenir tout de suite voir les dégâts. Lui qui a dû partir en pleine nuit, même avec sa carrure de rugbyman, il avait de l'eau jusqu'aux épaules. L'eau augmentait à une vitesse mais faramineuse. Tu baissais la tête, tu remontais la tête, il avait pris 20 cm. On a essayé de sortir, mais il y avait un courant phénoménal. On était emportés, donc on est revenu à la maison. Et les pompiers qui ont évacué en caleçon. On s'aperçoit qu'on n'est pas rien, on peut rien faire contre l'eau, rien. Et si cet après-midi le niveau a un peu baissé, on a encore de l'eau jusqu'au mollet et à l'intérieur, tout est ravagé. Oh, tout est tombé. Oh là là. C'est l'apocalypse. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Les meubles flottent, tout flotte. Tout est à la poubelle. Voilà. La voiture, pareil, 2000 km, partir à ferraille. Le préfet a annoncé qu'il prendrait un arrêté de catastrophe naturelle pour la commune. Un peu plus loin, le maire de Breteuil, lui, fait le tour de son village. Certaines maisons sont toujours encerclées par les flots, les habitants coincés chez eux. Vous avez besoin de quelque chose ? Et Gérard Chéron fronce encore plus les sourcils en voyant que la pluie recommence à tomber. À quai, oui, les terrains sont tellement engorgés. Voilà, si on a encore des trompes d'eau jusqu'à 30-40 mm comme c'est annoncé, on va se retrouver encore avec des inondations. Jamais vu ça, quoi. Sur les 2 communes, une quarantaine de maisons ont été évacuées. Les habitants passeront la nuit dans une chambre d'hôte réquisitionnée. Merci Théo Manval à Breteuil dans l'Eure pour Europe 1. La photo du soir, c'est Emmanuel Macron avec Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est venu célébrer la saison culturelle franco-israélienne, un événement prévu de longue date. Simplement, il arrive dans un contexte sensible. À la fois les violences à Gaza et surtout, il arrive en allié de Donald Trump, déterminé contre l'Iran. À ce sujet, il rencontrera Theresa May demain, après avoir vu Angela Merkel hier. Bonsoir Jean-Sébastien Saldaïni. Bonsoir. À l'Elysée tout à l'heure, les 2 hommes ont campé sur leur position. Oui, il y a bien eu les sourires et les petites tapes amicales, de quoi trancher avec la précédente rencontre de décembre qualifiée de froide. Pour autant, pas d'évolution sur le nucléaire iranien. Benyamin Netanyahou place le régime des Mollahs sur le même plan que l'État islamique. Israël se bat au Moyen-Orient, à la fois contre Daesh et contre l'Iran. Et la plus grande menace sur le monde, selon moi, ce sont des armes nucléaires entre les mains d'un régime islamiste radical comme Téhéran. Mais je ne demande pas à la France de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, tout simplement parce que je pense que cet accord va disparaître. Un accord appelé JCPOA selon le sigle anglo-saxon. Dans l'après-midi, l'Iran a annoncé avoir augmenté ses capacités d'enrichissement. Emmanuel Macron juge qu'il n'y a pas là de quoi tout remettre en cause. J'ai noté les déclarations de l'Iran. Maintenant, ces déclarations ne sont pas de nature à sortir du cadre de l'accord de 2015. Donc, le JCPOA n'est pas suffisant. Je suis tout à fait d'accord. Mais il est mieux que ce qu'on avait avant. Et d'ailleurs, les services israéliens l'ont bien montré. Le mieux, c'est de le garder.
Allusion faite à la présentation de Benyamin Netanyahou au début du mois de mai. Il vantait alors le travail de ses services de renseignement qui ont dérobé des documents à l'Iran sur leur programme nucléaire, documents dont il s'est servi pour encourager Donald Trump à se retirer du texte, mais dont l'origine est bien antérieure à la signature de cet accord. Merci Jean-Sébastien Soldaini. On y revient après le journal avec notre invité David Khalfa. Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui sont à leur plus bas niveau dans les sondages, 43% pour le chef de l'État, idem pour le Premier ministre. L'immigration, c'est le sujet dont on parle dernièrement. Il y a eu la loi Collomb présentée comme répressive. Dans la foulée, il y a eu le cas de Mamoudou Gassama qui a sauvé ce gamin suspendu au 4e étage et qui a bénéficié sine die d'une naturalisation. Aujourd'hui, le gouvernement a voulu préciser sa philosophie sur l'accueil des migrants. On pourrait la résumer par « si on les accueille, on veut le faire bien ». Aurélie Herbemont, vous étiez à Matignon cet après-midi. Édouard Philippe a présenté toute une série de mesures. Ça commence par quoi ? Eh bien, par l'apprentissage du français, condition nécessaire à une intégration réussie pour le Premier ministre. Aujourd'hui, les étrangers ont maximum 200 heures de cours de français. En 2019, on passera à 400 heures, voire 600 pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire en arrivant en France. La formation civique sera aussi renforcée. Au niveau professionnel, les primo-arrivants auront un entretien d'orientation pour les aider à trouver un emploi. D'un côté, le gouvernement veut expulser de manière effective ceux qui n'ont pas vocation à rester en France et en même temps, vous le disiez, mieux accueillir ceux qui sont autorisés à rester. L'intégration est un sujet essentiel, assure Édouard Philippe. Nous voulons une politique d'intégration digne de notre République pour tous ceux à qui nous donnons le droit de séjourner en France. C'est un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu de cohésion nationale. Ces annonces vont dans le bon sens pour Aurélien Taché, le député En Marche, qui avait fourni un rapport au Premier ministre sur l'intégration. Globalement, je pense vraiment qu'il y a un changement de braquet. Je pense vraiment que là, on se donne les moyens de faire de l'intégration une priorité politique. On part du principe que les gens qui arrivent peuvent apporter au pays, mais à condition qu'on s'en donne les moyens. Alors, les moyens, justement, Matignon ne donne pas de chiffres, mais l'effort total pourrait se situer entre 100 et 200 millions d'euros par an. Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Parallèlement, la police aux frontières de Menton est épinglée dans un rapport du contrôle général des lieux de privation de liberté. Résultat de cette visite inopinée, des conditions indignes et irrespectueuses, insalubrité des locaux. Le député Éric Ciotti juge ce rapport orienté, scandaleux et diffamatoire. L'immigration, c'est aussi aux États-Unis. L'ONU a exhorté Washington de cesser immédiatement de séparer les enfants de leurs parents lorsqu'ils sont arrêtés pour avoir passé clandestinement la frontière avec le Mexique. Et puisqu'on parle des États-Unis, Harvey Weinstein a plaidé non coupable des accusations de viol et d'agression sexuelle. C'est donc le début d'une longue bataille judiciaire. 22h08. Europe 1, Pierre de Villeneuve. On vient de l'apprendre il y a 10 minutes. Tariq Ramadan, l'islamologue suisse qui est incarcéré dans une affaire de viol sur 2 femmes, a reconnu des relations sexuelles consenties avec cette 3e plaignante dont nous vous parlions sur Europe 1, 3e plaignante lors de son premier interrogatoire ce mardi devant les juges d'instruction. Les magistrats ont considéré, à la suite de ces explications et des documents qui ont pu être fournis, qu'il n'y avait pourtant pas lieu de mettre en examen Tariq Ramadan concernant justement cette 3e femme qui l'accuse de 9 viols en 2013 et en 2014. Vous vous souvenez de l'affaire Théo, ce jeune homme interpellé en février 2017 de manière musclée à Aulnay-sous-Bois. Il avait été victime d'un viol présumé avec une matraque. L'affaire avait fait grand bruit. François Hollande était venu à son chevet. Des émeutes avaient éclaté dans les quartiers. Et sur les 4 policiers mis en cause, 3 depuis ont été réintégrés, sauf celui mis en examen pour viol qui reste suspendu. Mais voilà que Théo réapparaît dans un autre contexte. Lui et 5 de ses proches, de sa famille, ont tous été interpellés. Ils sont soupçonnés d'escroquerie. Alain Acco. Oui, escroquerie qui pourrait porter sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce qui semble établi, c'est qu'entre 2014 et 2016, l'un des frères aînés de Théo était à la tête d'une association de médiation qui a perçu plus de 600 000 euros de subventions pour créer des emplois d'avenir. Il assure en avoir créé une trentaine, sauf que dans la plupart des cas, l'URSSAF n'a jamais touché aucune cotisation et plusieurs salariés se sont plaints de ne jamais avoir été payés. En revanche, plusieurs membres de la famille de Théo ont profité de ces emplois et encaissé au total
total environ 170 000 €, dont un peu plus de 50 000 pour Théo. Le premier signalement de l'inspection du travail remonte à 2015, bien avant donc l'affaire qui a défrayé la chronique. L'avocat du jeune homme s'attendait à ce qu'il soit entendu par la police, mais pas qu'il soit arrêté au petit matin. Il dénonce une opération de communication destinée à salir l'image de son client du côté de la police. On explique que le frère aîné de Théo, n'ayant pas répondu à une précédente convocation, il était plus sûr et plus pratique d'interpeller tout le monde. Merci Alain Acco. Le sport maintenant avec Roland Garros. Roland Garros 2018. Europe 1, radio officielle. Et Christophe Lamar, le fait du jour, c'est bien sûr la sortie de Djokovic. Effectivement, c'est la surprise du tournoi. À 25 ans, Marco Cecchinato s'offre une demi-finale à Roland Garros. Lui qui n'avait jamais passé un tour dans un tournoi du Grand Chelem, l'Italien a battu Novak Djokovic au terme d'un match étouffant et plein de suspense. Victoire en 4-7 et près de 3h30. Marco Cecchinato, 72e joueur mondial seulement, affrontera l'Autrichien Dominic Thiem qui a battu Alexander Zverev facilement en 3-7. Ce duel entre deux joueurs qui incarnent la relève aura tourné court. L'Allemand a été fatigué et diminué après une série de 3 matchs en 5-7. Dans le tableau féminin, la première demi-finale opposera deux Américaines, Madison Keys et Sloane Stephens. Une revanche de la finale de l'US Open 2017. Et le programme de demain est tout aussi alléchant avec les derniers quarts de finale du tableau féminin et masculin. Maria Sharapova contre la 3e mondiale Garbine Muguruza. Angélique Kerber contre la numéro 1 Simona Halep. Rafael Nadal de son côté affrontera Diego Schwartzmann. Juan Martín del Potro sera opposé à Marin Cilic. Merci Christophe Lamar en direct de Roland Garros, radio officielle du tournoi. Le foot, on est à 9 jours du coup d'envoi du mondial. Alors Emmanuel Macron a voulu marquer le coup. Il est allé à la rencontre des joueurs à Clairefontaine. Reportage Cyril de la Morinerie. Sur le perron du château, Emmanuel Macron, tout sourire, salue les joueurs un à un. La conversation s'engage alors avec Antoine Griezmann qui vient de battre son équipe de cœur, l'Olympique de Marseille, en finale de l'Europa League. Vous allez bien ? Ouais, vous avez fait mal à l'équipe que j'aime beaucoup. Non, bravo. Merci beaucoup. Super finale. Face à Didier Deschamps, Emmanuel Macron se garde bien de donner des conseils sportifs. Le chef de l'État préfère évoquer les valeurs qui, à ses yeux, sont essentielles quand on porte le maillot de l'équipe de France. Restez unis. Ayez toujours le sens de l'effort, parce que c'est ce qui vous a amené là. Il n'y a rien qui a été écrit, vous n'avez pas hérité votre place en équipe de France. Et ayez confiance et donnez confiance, parce que c'est ça qui rend notre pays encore plus fort. Et faites-nous rêver, emmenez-nous très loin. Vous pouvez compter sur nous, a répondu Didier Deschamps. Le défenseur Raphaël Varane a apprécié ce déjeuner avec le président. C'est bien, ça montre toute l'importance aussi qu'a l'équipe de France. Le fait que le président se déplace, ça fait du bien à tout le monde. Et à la fin du repas, les joueurs ont remis au chef de l'État un maillot de l'équipe de France. Emmanuel Macron a promis de venir en Russie les encourager en cas de qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Clairefontaine, Cyril de la Morinerie, Europe 1. Kate Spade n'était pas très connue en France. En revanche, la créatrice était l'une des grandes figures de la mode américaine, particulièrement connue pour ses sacs à main. Elle s'est donné la mort à l'âge de 55 ans. À New York, elle était mariée, elle avait une fille. De nombreux messages de personnalité circulent sur les réseaux sociaux. On termine par le ciel. Christine Peña et donc 27 départements en alerte aux orages. Demain, ça recommence. Le temps sera très agité. Très agité effectivement, avec de nouveau des orages qui se développeront en seconde partie de journée. C'est un peu le même scénario qui se répète tous les jours. Peu de régions seront épargnées. Demain, les orages les plus virulents iront des Bouches-du-Rhône au centre jusqu'au bassin parisien aux Ardennes, ainsi qu'en Normandie et Pays de la Loire. Resteront à l'écart des orages le sud-ouest et la Bretagne. Mais attention, sur ces régions, le ciel restera bien encombré. Les températures, elles évoluent peu, toujours un peu juste pour la saison en bord de Manche, dans le sud-ouest également, avec 17 à Cherbourg et seulement 20 degrés à Biarritz. Et il fera toujours aussi chaud dans un grand quart nord-est, avec jusqu'à 26 à Paris, à Lyon également, 27 à Reims et même un bon 29 du côté de Strasbourg.